Emmanuel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Alors, on a eu une matinée très animée, beaucoup de témoignages, beaucoup de débats. Comme vous voyez, on est sur le fond. On est là pour partager les bonnes pratiques, aussi se poser des questions de comment toujours essayer de s'améliorer pour plus de satisfaction pour les citoyens. Et le sujet qui anime un peu nos échanges, c'est aussi tout ce qui est lié du coup, au retour du tourisme, au tourisme durable. Qu'avons-nous appris? On parlait un peu d'overtourisme juste avant le Covid. Là, on a eu du sous-tourisme malheureusement pendant 2 ans et on sait que Paris est très dépendant de cette activité. Toujours d'ailleurs. Oui. Mais comment relancer la machine, mais une machine, on va dire, avec moins d'impact, on va dire. Merci beaucoup de l'invitation. D'abord, je voudrais dire que je me retrouve assez dans le témoignage de Philippe Augier et de Franck Louvrier, évidemment dans d'autres proportions quantitatives, mais un peu les mêmes phénomènes. Paris, c'est une ville, il y a 2,2 millions d'habitants. Il y a en moyenne 3,7 millions d'usagers et lors des pics de fréquentation touristique, c'est monté à 5-6 millions jour. Et donc, on doit adapter des services publics à des fonctionnements contracycliques extrêmement puissants. Paris et au-delà, la région Île-de-France en réalité, parce que Paris est une destination touristique qui sert, j'allais dire, de pôle d'attraction, mais sur lequel nous avons énormément de relais d'attraction dans la région. Évidemment, Disneyland Paris, évidemment le château de Versailles, pour citer les sites emblématiques, qui ont fait de cet écosystème régional l'une des destinations les plus fréquentées du monde, on dit d'ailleurs que c'est la région la plus fréquentée au monde, dans un pays qui est le plus fréquenté du monde avant période Covid. On est confronté à une baisse structurelle du tourisme. Je vais le dire très franchement, ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Notamment, j'entends parfois le discours sur « ah oui, mais c'est bien parce que c'est moins fréquenté ». Ouais, enfin, c'est surtout un grand problème pour, évidemment, notre système économique et puis au-delà de ça, pour l'image de la ville, son attractivité à long terme. Nous commençons à renouer avec un tourisme de proximité assez bien alimenté par les Français, beaucoup par les Européens. Les Américains sont revenus. Il nous manque encore 2 segments stratégiques. La clientèle asiatique, elle a totalement disparu. Et deuxièmement, le tourisme d'affaires. Et c'est peut-être celui qui m'inquiète le plus. Pourquoi ? Tourisme d'affaires, pardon de se résumer un peu rapide, mais enfin, c'est des dépenses marketing. Quand tout le monde les baisse ensemble, tout le monde les réaugmentera, mais beaucoup plus lentement. Et donc, il faudra probablement 3-4 ans pour renouer. On commence à avoir l'activité qui revient, mais dans des jauges beaucoup moins élevées, avec un attentisme des investissements. Je n'ai pas d'inquiétude long terme, parce que je crois que ce qui fait le charme du tourisme d'affaires, c'est le mot tourisme. Autant que le mot affaires, et donc je suis convaincu qu'on arrivera à renouer, mais ça suppose d'accompagner de façon très volontariste des grands acteurs qui en dépendent, que ce soit les grands concessionnaires des parcs des expos quand ils appartiennent au domaine public municipal. C'est le cas évidemment de tout le secteur de l'hôtellerie. Mais c'est aussi une opportunité, si je peux en trouver une rare, c'est de réfléchir précisément à un tourisme plus soutenable. Nous avons engagé, profitant un peu de la crise organisée des assises du tourisme durable, destiné à réfléchir avec les professionnels qui sont eux-mêmes hautement conscients que des endroits du monde ont fini par suffoquer sur ces phénomènes d'overtourisme, comme on dit. Avec des décisions courageuses qui ont été prises. Venise a été un petit peu mis en lumière. Et c'est de renouer avec un tourisme plus durable. Et je crois que le mot tourisme durable, il repose sur 2 acceptions très complémentaires. La première, c'est soutenable sur le plan de l'acceptabilité par le territoire en termes d'usage de son environnement, et notamment la dimension de l'empreinte carbone, etc. Et puis aussi soutenable pour ses habitants, parce que dans certains endroits du monde, on a vu émerger des formes de résistance au tourisme. Alors, alimenté en partie par les sujets d'inflation immobilière, mais aussi de surfréquentation de l'espace public. Donc voilà, c'est l'occasion de repenser quelques axes stratégiques intéressants pour redémarrer sur de bonnes bases. Merci beaucoup pour ce premier propos. Le deuxième point, c'était sur le travail sur le PLU que vous faites, qui est quand même assez structurant. Si vous pouvez nous partager quelques éléments là-dessus. Oui, alors Paris est une ville qui est pleine comme un œuf. Pardon de le dire ainsi, mais c'est quasiment le cas. Il y a eu des grands programmes de rénovation urbaine, d'aménagement de friches, il y aurait quelques zones à aménager. Mais Paris, c'est une ville dont il est difficile de se plaindre d'une baisse démographique en réalité, parce qu'il y a à Paris une densité extrêmement forte,
notamment déséquilibrée par rapport au reste de la zone urbaine. Paris, c'est près de 30 000 habitants au kilomètre carré. Dans certains arrondissements, on tangente les 40 000, là où des villes de communes de la petite ceinture, de la première couronne, sont autour de 8 000, 9 000. On voit bien qu'il y a un déséquilibre et on voit bien qu'il n'est pas inintéressant d'y réfléchir. La baisse démographique, elle est très modeste au regard de l'histoire. Je rappelle que Paris avait, dans les années 20, 3 millions d'habitants, pic haut qu'on a à nouveau atteint en 1954, juste avant d'ailleurs la grande crise de l'hiver 54. Et en réalité, c'est sous l'effet de la mutation du parc résidentiel qu'il y a eu une baisse de démographique importante jusqu'en 1999, qui est le pic bas démographique. Et ensuite, ça a remonté. Et nous considérons qu'à 2,2 millions d'habitants, on est sur un étiage maximum et qu'il faut essayer de le préserver. Et donc, on travaille sur des hypothèses dans une région qui est plutôt dynamique sur le plan démographique, plus 0,6, c'est à peu près la moyenne nationale, plus 0,6% par an. Nous travaillons sur une hypothèse de stabilité démographique à l'horizon 2050 de Paris. Ce qui est important après, c'est de regarder dans le détail, et on rejoint beaucoup des sujets évoqués juste avant. Éviter les phénomènes spoliatifs pour les résidents locaux et notamment ceux qui concourent au fonctionnement de la ville. En gros, que, ceux qui travaillent ne soient pas repoussés aux marges et qu'on ait un détournement d'usage des biens de cœur de ville. C'est, je crois, une problématique de toutes les villes, quelle que soit leur taille. Qu'est-ce que c'est le détournement ? Il est sous un double effet. Un qui était très bien mentionné, qui est celui des résidences secondaires, qui pose un problème aux collectivités qui sont soumises à ce sujet. Ça a monté. Et puis des détournements d'usage du stock de logements disponibles, qui est, avec le solde naturel, natalité-mortalité, le deuxième contributeur à l'évolution de la démographie. C'est celui du stock de logements disponibles et notamment le développement massif des meublés touristiques qu'on transformait des milliers et des milliers de logements en meublés. On estime que c'est autour de 80 000 et de plus en plus, phénomène qui s'est d'ailleurs accéléré en 2019 et 2020, de transformation de locaux commerciaux. Les locaux de pieds d'immeubles qui sont transformés là où nous ne disposions pas d'armes réglementaires suffisantes pour freiner ce système. Désormais, c'est le cas et donc nous engageons un travail très fin pour l'anticiper. Voilà des phénomènes structurels auxquels il faut faire attention pour accompagner la transformation, j'allais dire soutenable, aussi exemplaire que possible, autour d'un concept simple et c'est celui du PLU bioclimatique, passer d'un urbanisme de production pour ce qui est des grands centres urbains denses à un urbanisme de transformation, un urbanisme de dentelle, c'est une expression aussi que j'utilise, fabriquer la ville sur la ville plutôt que de produire parce que la place ne le permet plus et qui permettent à travers ce concept de PLU bioclimatique d'engager les villes et leur développement sur une trajectoire de soutenabilité de façon normative très simple, respecter les accords de Paris, du plan climat et de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dernière question en conclusion, il y a le grand chantier de la mobilité et de la logistique urbaine. Vous êtes à fond sur ce sujet, maintenant que l'économie repart bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques perspectives ? Alors d'abord, vous en êtes les témoins dans la presse chaque jour, c'est un combat difficile qui nécessite beaucoup de volontarisme et dans lequel s'articulent des intérêts pas toujours convergents. Entre ceux qui y habitent, ceux qui y passent, ceux qui y travaillent, et essayer de trouver un juste équilibre entre tout cela. La première conviction, c'est que la révolution du paradigme des mobilités, elle est fondamentale dans la trajectoire de sobriété énergétique des villes. Elle est fondamentale. Et ça repose, il ne faut pas se leurrer, sur deux piliers. Réduire la place de la voiture, et j'allais dire aussi réduire la part de la voiture individuelle, parce que la question de l'usage est aussi fondamentale que la question de la motorisation. Développement des mobilités alternatives, développement des mobilités collectives. C'est un difficile arbitrage entre le courage et l'acceptabilité. Voilà, mais c'est un axe fondamental que nous avons engagé évidemment avec Anne Hidalgo. Nous considérons que c'est un élément qui permettra d'articuler de façon correcte et performante l'attractivité des grandes villes-mondes, la question de la soutenabilité environnementale et la question de la mixité sociale et qui fait qu'une ville agréable, c'est une ville où on peut tous vivre, c'est une ville où on peut tous en profiter, ce qui n'a pas été évident pendant la crise Covid et peut-être pas au bénéfice de l'image des villes. Monsieur le maire adjoint, merci beaucoup pour vos propos et votre présence. Merci à vous. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci.